tout cas, bonjour à tous, hein. Donc, la présentation va durer, avec les questions-réponses, 1 heure. Je l'ai découpé en 4 temps et l'idée, c'est à la fin de chaque temps d'avoir des échanges avec vous, de répondre aux questions qui sont éventuellement posées. Donc, dans un premier temps, je vais exposer les grands principes du scénario négawatt. Dans un deuxième temps, je ferai des zooms sur se déplacer et puis se chauffer. Un troisième zoom sur la production d'énergie, en particulier la production d'électricité renouvelable. Et puis un dernier temps sur le bilan, euh, donc quelque part l'intérêt du scénario négawatt. Je débute en rappelant que le mot négawatt veut signifier que l'énergie la moins polluante, c'est celle qui n'est pas consommée et donc n'a pas besoin d'être produite. On a connu la chasse au gaspillage, on a connu les économies d'énergie, on a connu la maîtrise de l'énergie. Négawatt, ça va un petit peu plus loin dans la réflexion. Donc, qui sommes-nous? Donc, l'association Négawatt, c'est une association qui a été créée en 2001 par des professionnels de l'énergie. Et on a 2 missions principales, c'est de faire de la prospective énergétique et faire un plaidoyer, avant tout à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Il y a une douzaine de salariés, il y a une trentaine de membres actifs et puis il y a 1500 adhérents. À côté de l'association, il y a un institut qui est la filiale opérationnelle de l'association et qui a pour but d'accompagner les acteurs sur le terrain, en particulier les collectivités et les entreprises. Et encore à côté, on a un organisme de l'entreprise, de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Doremi et qui a comme activité la rénovation performante des maisons individuelles. Donc, personnellement, je vais quand même me présenter un tout petit peu. Donc, moi, je suis fondateur d'un bureau d'études en impact sur l'environnement des énergies renouvelables électriques en particulier. Et donc, j'étais un des pionniers de l'éolien en France en rédigeant les 2 premiers guides en langue française sur le développement de qualité des parcs éoliens et le premier guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens. Et dorénavant, je suis formateur et j'interviens dans un certain nombre d'écoles d'ingénieurs pour parler d'énergie renouvelable. Donc, la démarche Négawatt, c'est avant tout un scénario, et donc c'est un scénario technique chiffré. On n'est pas dans des calculs de coin de table, on est dans des approches de modélisation. On a des valeurs de paix, de justice sociale, de démocratie pour répondre avec une grille d'analyse, une grille de choix qui sont les 17 objectifs de développement durable qui intègrent donc le bouleversement climatique, mais pas seulement. Donc c'est ce qui a dirigé et ce qui dirige nos actions et nos priorités. Donc Négawatt est connu par sa trilogie, qui est ce qu'il faut retenir au terme d'une présentation telle que je peux le faire aujourd'hui. Donc le premier pied de la trilogie, c'est la sobriété énergétique, qui agit sur la demande en énergie, avec l'idée première de prioriser les besoins énergétiques essentiels et donc de réfléchir à nos besoins. J'y reviendrai. Le deuxième pied de notre trilogie, c'est l'efficacité énergétique. Donc là aussi, c'est un travail sur la demande en énergie. Et là, l'idée, c'est que quand on utilise l'énergie, on l'utilise avec des appareils, des engins, des outils, des habitations, des véhicules efficaces. Et puis, ce qui reste comme besoin à satisfaire, on le satisfait avec le mix des énergies renouvelables. Et quand on parle d'énergie renouvelable, dans ces cas-là, on ne parle pas que d'énergie renouvelable électrique. La trilogie donc sobriété, efficacité, renouvelable a été reconnue par le GIEC, et pour nous c'est une immense victoire, puisque création en 2001 et puis 21 ans plus tard, au niveau mondial, on intègre la trilogie Sufficiency, Efficiency and Renewable Energy dans le résumé aux décideurs du dernier rapport du GIEC. Donc notre approche a été reconnue pour sa pertinence. Donc, quand je vous parle des besoins, donc on invite chacun, individuellement, mais aussi collectivement, à réfléchir sur ses besoins. On a des besoins vitaux, on a des besoins essentiels, et puis on a des besoins qui sont extravagants, inacceptables, inuisibles.
C'est pas à nous, experts, de les qualifier, c'est à chacun de le faire, même si on a quelques idées. Et parmi les idées, on a cet exemple il y a quelques années, une publicité qui invitait les Parisiens à passer, aller dans une capitale européenne en changeant tous les week-ends à des prix défiant toute concurrence. Donc on sait que c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, qui n'est pas indispensable et qui est arrangé dans les extravagances ou les inacceptables et qui de plus n'est pas généralisable. Quand on parle de sobriété énergétique, la première définition, c'est certainement de dire c'est le contraire de l'ébriété énergétique. Et on est dans un monde d'ébriété énergétique, avec l'exemple que vous avez à l'écran, qui est un exemple américain. C'est plus facile de taper sur les Américains sur nous, parce que nous, on pourrait trouver des exemples un peu analogues, mais on a cet exemple très, très frappant de personnes qui, a priori, sont en parfait état, en parfaite santé, et qui vont à leur centre de remise en forme en utilisant un escalier mécanique. Dans nos approches, on a considéré 3 sobriétés. Donc la première sobriété, c'est la sobriété dimensionnelle. C'est le juste poids d'une voiture, c'est la juste surface chauffée. Donc je vais y revenir, mais je vais commenter la photo, et plutôt la photo du bas. Vous avez en bas, donc je suis désolé, mais c'est toujours un Américain, qui doit faire 80-90 kilos. Et pour se déplacer, il a un véhicule, on va dire un tank qui fait 2 tonnes. Donc l'énergie qui est nécessaire pour déplacer ces 80 ou 90 kilos, ben en fait, c'est pas l'énergie de lui-même, c'est l'énergie d'un véhicule qui fait 2 tonnes. Et donc on voit bien que la sobriété n'est pas au rendez-vous. La sobriété dimensionnelle n'est pas au rendez-vous. La deuxième sobriété, c'est la sobriété d'usage. Donc, elle va en particulier se traduire par l'arrêt des appareils inutiles, la limitation des vitesses sur route et autoroute et la température de chauffage. Et donc, à la croisée de ce que je viens de présenter sur les 2 sobriétés, si je reviens à mon exemple de la consommation d'une automobile, la consommation d'une automobile est fonction du poids du véhicule et de la vitesse. Après, il y a d'autres éléments qui vont intervenir, mais les 2 grands principes, c'est le poids et la vitesse. Donc, et la vitesse au carré, d'où l'intérêt des limitations de vitesse. Donc, la sobriété dimensionnelle, c'est donc la juste taille, le juste poids du véhicule. Hein. Et si je commente ça, dans le cadre des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait des propositions de limiter ce poids des véhicules ou de le taxer. Puis la sobriété d'usage, ben, c'est la bonne utilisation, c'est donc la vitesse à réduire, avec aussi évidemment la sobriété sur le nombre de kilomètres parcourus. Si je décline aussi ces 2 premiers principes de sobriété sur la consommation d'un logement, donc la consommation d'un logement va être fonction de la surface du logement. Donc entre un grand studio puis un petit château, on voit la différence. Et puis la température, hein, on voit la température de chauffage. Donc la sobriété dimensionnelle, c'est la juste taille. On peut rajouter de la surface chauffée. La sobriété d'usage, c'est la bonne utilisation, donc la température, avec le constat que 1 degré de plus, c'est 7 à 20% d'énergie pour le chauffage en plus, ce qui est gigantesque. Donc, l'intérêt de limiter et donc de contrôler les températures de consigne. Il y a une 3e sobriété, c'est la sobriété coopérative. Donc, on va mutualiser l'habitat, on va mutualiser les transports. Et donc, avec l'exemple du covoiturage, mais j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Et puis, comme chez les mousquetaires, hein, on a une 4e, on a 3 mousquetaires sobriété, mais on a une quatrième qui est la sobriété alimentaire, avec en particulier le poids de l'alimentation en termes de viande et en termes donc de produits carnés. On voit que dans un régime annuel, donc quelqu'un qui consommerait 170 grammes de viande ou de produits carnés par jour, il va émettre jusqu'à ou près de 2 tonnes de CO2 dans l'année, tandis que les régimes qui sont végétariens ou avec beaucoup moins de viande vont consommer un peu plus ou un peu moins de 500 grammes de CO2 équivalent par adulte et par an. Donc, 3 à 4 fois moins. Donc, une sobriété
alimentaire également. On, le gouvernement, c'est en 2020, que pour bien situer, je dirais que 2 ans précédemment, auparavant, on avait le chef de l'État qui avait parlé qu'il ne voulait pas du modèle Amish. Et 2 ans plus tard, le gouvernement lance un plan de sobriété, comme quoi la vérité d'un jour n'est pas la vérité de toujours. Donc nous, on a joué le jeu de ce plan de sobriété et on a fait des propositions, et des propositions donc qui ont été reprises pour une grande partie. Et les propositions concernent le tertiaire, hein, avec la principale mesure, c'est le, comme j'ai dit précédemment, c'est le chauffage limité à 19 degrés, mais c'est aussi et surtout, ou de manière aussi importante, c'est l'arrêt de la ventilation en période d'inoccupation et l'arrêt du chauffage en période d'inoccupation. Et c'est vraiment un constat spécifique au tertiaire, voire à l'industrie, qu'il y a des périodes d'inoccupation, hein, qui sont éventuellement la nuit ou le week-end, où on avait du chauffage de la ventilation qui fonctionnait. Et on peut rappeler que le plan de sobriété a amené l'hiver dernier à une réduction de la consommation d'électricité de près de 10%, à une réduction de la consommation de gaz près de 10% aussi, ce qui est considérable. Hein. Il y a, et quelque part sans mesure conséquente. Il y a eu de l'information, il y a aussi des prix élevés, mais on a eu, contrairement à la tendance générale, on a eu une baisse de la consommation d'électricité et de gaz conséquente. Comme il y a 3 ou 4 sobriétés, il y a 4 efficacités. Et la première, c'est l'efficacité liée à l'énergie grise, liée à l'énergie qui est nécessaire à la fabrication des composants, des constituants, des véhicules, des habitations. Et le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est on va préférer des constructions en bois à des constructions qui vont être en béton, acier et plein d'aluminium. La deuxième efficacité, c'est l'efficacité, je dirais, quelque part la plus connue, hein, c'est l'efficacité sur l'énergie utile. Et on va isoler les bâtiments, on va limiter les échanges avec l'environnement. Donc c'est quelque chose que l'on maîtrise, que l'on connaît et qui est appliqué, je dirais, de manière plus ou moins performante. La troisième efficacité, c'est l'efficacité des appareils avec un super outil qui est l'étiquette énergie. L'étiquette énergie informe le consommateur sur ce que son appareil, son équipement va consommer pendant une année, en classant donc les appareils en classe A, B, C, etc. Donc c'est un super outil d'information. Je suis consommateur, j'ai l'information pour comparer et me décider. Et puis c'est aussi un outil vertueux parce qu'un appareil qui est aujourd'hui en classe A, donc la classe la plus exigeante, demain sera en classe B ou C. Et on a des données au niveau de l'Europe où la réglementation associée à ces étiquettes énergie sur les lave-linges ont montré leur efficacité en termes donc de réduction des consommations d'électricité, mais aussi d'eau. Et puis la quatrième efficacité, l'efficacité du système productif, où on va appliquer, par exemple, la cogénération, où on produit de l'électricité, mais en même temps, on va récupérer la chaleur pour chauffer des logements via un réseau de chaleur. Donc, 3 sobriétés et 4 efficacités. Donc, on a appliqué tout ceci dans le scénario négawatt, donc scénario négawatt 2022, parce qu'on sort des scénarios tous les 5 ans, juste avant les élections présidentielles et législatives, pour le mettre en débat. Dans la pratique, quand on parle de scénario négawatt, on parle de 3 scénarios. Donc, il y a un scénario négawatt, qui est ce scénario de transition énergétique, qui porte sur la France métropolitaine, mais qui tient compte aussi des importations et exportations. J'y reviendrai. À côté, on a un scénario néga-mat qui travaille sur les matériaux, matières premières, parce qu'une des critiques qui est faite à la transition énergétique, c'est que ça consomme des matériaux. Donc, on l'a regardé, on l'a chiffré. Donc là aussi, avec une approche en empreinte carbone. Et il y a un troisième scénario, qui est le scénario after 2050, qui est un scénario de transition agricole, sylvicole et alimentaire, qui regarde si on a suffisamment de terres en France
pour satisfaire nos besoins donc d'alimentation humaine, d'alimentation animale, de biomasse et puis de biomatériaux. Vous avez à l'écran le bilan comptable énergétique de la France. Hein. Les chiffres sont d'il y a quelques années, mais ils ont relativement peu évolué. Donc, on appelle ça un diagramme de Sankey. À gauche, vous avez ce que l'on prélève dans la nature. Et on prélève dans la nature près de 3000 TWh chaque année. Donc, des énergies fossiles, de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Mais nos besoins finaux, donc actuellement, tournent autour de 1800 TWh qui se partagent entre de la chaleur, de la mobilité et de l'électricité. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et nous, on montre qu'en 2050, on peut avoir une France qui fonctionne à quasiment 100% énergie renouvelable. Il reste un peu de pétrole, mais plutôt dans sa forme matériau et pas dans sa forme énergétique, qui ne prélève dans la nature que autour de 1000 TWh. Donc, ça veut dire qu'on divise par 3 nos prélèvements d'énergie dans la nature, avec des besoins qui tournent autour de 900 TWh, et donc ont été divisés par 2, mais avec toujours des besoins de chaleur, de mobilité et d'électricité. À retenir, dans la philosophie, dans les fondamentaux du scénario Négawatt, c'est qu'on s'appuie sur des solutions matures, des solutions technologiques matures. On ne table pas sur une, une machine qui consommerait peu ou des productions miraculeuses. On est dans la généralisation des meilleures technologies d'aujourd'hui en 2050. On suppose que, par exemple, pour l'éclairage, le meilleur éclairage demain, c'est ce qu'on aura en 2050. Pour les appareils électroménagers, les meilleurs appareils électroménagers de demain, on sera en 2050. Et la philosophie générale, c'est de léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Alors, j'aperçois, mais je ne sais pas si je vais y arriver à y accéder. Donc, il y a des questions qui sont ouvertes, donc j'ai un petit peu du mal à y répondre. Mais en tout cas, ce que je pourrais dire, moi, des questions qui sont par écrit, on l'a vraiment chiffré. Hein. On a chiffré tous ces éléments-là. On est vraiment euh, dans un scénario de quantification. Hein. On est avec une approche sur maintenant, qu'est-ce qu'on consommerait en 2050 en appliquant la sobriété et l'efficacité et comment on peut le satisfaire. Hein. Donc, on, on, donc, pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, nous avons aussi RTE qui a fait des scénarios de transition énergétique en même temps que nous, l'ADEME qui a fait aussi des scénarios de transition énergétique. Donc, deux ou trois remarques sur ces différents scénarios. Tous les scénaristes convergent sur beaucoup de choses. Hein, convergent sur l'importance de la sobriété, l'importance de l'efficacité énergétique et le rôle très important des énergies renouvelables. L'ADEME et RTE ont produit plusieurs variantes, mais ils n'ont pas choisi. Ce sont des agences, hein, ce sont des institutions qui présentent différentes options, et des options très technologiques ou des options très de sobriété, et tandis que nous avons fait un choix. Et l'autre remarque que l'on peut faire, c'est que RTE, c'est un scénario électrique. Hein. Tandis que nous, c'est un scénario énergétique. Et donc, oui, dans les questions, nous, on n'a pas une approche sur l'autre mer, on s'est limité à ça. Euh, euh, il y a une autre question là. Par contre, on tient compte des importations et des exportations. J'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Et, euh, et les autres questions, ouais, sur le diagramme de Sankey, les diagrammes de Sankey, le premier diagramme de Sankey que j'ai présenté, c'est un qui est extrait d'une brochure du ministère de l'Environnement. Et donc, là, on est. Et donc, c'est la remarque qui est faite. Dans cette approche-là, lorsqu'on est sur l'énergie nucléaire, ben, on aperçoit que l'approche comptable,
énergétique prend en compte toutes les pertes. Hein. Le rendement énergétique de centrale nucléaire, c'est environ un tiers d'électricité, deux tiers de chaleur. Et donc, l'approche comptable fait que bon, on intègre dans les ressources primaires ces pertes-là. Et donc, je pourrais revenir s'il y a d'autres questions, mais je vais continuer. On a aussi donc un travail que l'on vient en train de finir sur un scénario européen. Donc, j'enchaîne hein, pour essayer de tout présenter dans les temps impartis. Donc, sur le bâtiment, à retenir, c'est que c'est un domaine très important en termes de consommation d'énergie, puisque c'est 40% de la consommation totale d'énergie en France. Donc, l'objectif hein, des conclusions de toutes les analyses qui ont été faites, c'est de rénover le parc existant. Donc, on a 30 millions de logements, on a 900 millions de mètres carrés, et il faut les rénover. Et l'objectif, c'est de diviser par 4 leur consommation de chauffage. Donc, on a besoin d'une rénovation complète et performante, et je vais détailler un tout petit peu. À l'écran, vous avez donc à gauche des bâtiments existants. Donc, un bâtiment existant va consommer environ près de 400 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Une partie est liée à l'énergie grise, donc l'amortissement de l'énergie nécessaire à la fabrication donc du bâtiment, amortissement sur la durée de vie du bâtiment, la consommation d'électricité spécifique, la consommation d'eau chaude, et plus de la moitié, c'est le chauffage. Et donc l'idée, c'est de diviser par 4 les besoins de chauffage, et c'est ce que l'on a dans la rénovation mégawatt qui est à côté. Donc si je passe à l'exemple à côté du neuf, hein, quand on regarde la maison neuve 2050, il y a très peu d'énergie grise, il y a peu d'électricité spécifique consommée, il y a peu d'eau chaude, il y a peu de chauffage, et puis c'est une maison qui a un toit photovoltaïque ou une pompe à chaleur qui, sur l'année, va produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est pas pour ça que l'idée, c'est on va pas dire bon, on va tout raser pour construire que des bâtiments neufs. Hein. Sur l'existant, il faut rénover et, l'efficacité, c'est de rénover, c'est pas de raser. Donc, dans les principales hypothèses dans notre scénario, sur le bâtiment, c'est la stabilisation des mètres carrés par habitant, c'est la réduction de la part des maisons individuelles dans le neuf, c'est la diminution donc des surfaces neuves construites, et puis le dimensionnement raisonnable des équipements, appareils électroménagers. Je le détaillerai juste après. Un zoom sur le parc de logement. Vous avez à gauche le parc de logement en France, hein, qui est donc 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, qui tourne autour de 30 000 milliers, donc 30 millions de logements. Donc nous, on table en 2050 sur des nouvelles constructions, hein, après démolition, des constructions neuves, puisqu'on va avoir une variation démographique, et puis la rénovation performante, qui est le cœur de ce que nous, on préconise de faire. Et quelque part, l'arrêt des rénovations par geste ou par étape, parce que quand on fait une rénovation par geste ou par étape, ben on fait le premier geste, le deuxième geste, et on ne fait pas la suite. Et puis on a des résidences et logements, des résidences secondaires, logements vacants sur lesquels on touche peu, et puis des démolitions qui sont quantifiées ici. Mais donc, l'importance de la rénovation complète et performante. Vous avez sur la courbe en bleu ce qu'il faudrait faire pour rénover le parc de logements. En rouge, c'est ce qui a été fait. Hein. Donc, on a collectivement échoué à rénover une grande quantité de logements. Donc, nous, ce qu'on dit, il faut continuer à mettre en place de quoi faire ces rénovations et de passer à un rythme d'environ 800 000 logements rénovés chaque année, ce qui veut dire, au lieu des 33 000 chaque année, ce qui veut dire à peu près 8 000 rénovations par département et par an, donc quelque chose de très conséquent, mais c'est aussi des emplois locaux et puis de la richesse locale en termes d'activité. Donc nous, on table sur 2 mesures pour mettre en place cette rénovation complète et performante. C'est une obligation de rénovation complète et performante sous condition. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une transaction immobilière,
De la même manière qu'aujourd'hui, on a une obligation thermite, on a une obligation amiante, on a une obligation plomb, eh bien, on rajoute une obligation de rénovation thermique. Et on aide financièrement à ceci. On aide à des rénovations performantes et on n'aide pas les rénovations au coup par coup. Et puis, une formation renforcée de l'ensemble des acteurs pour mettre en place cette rénovation du parc, en sachant que c'est en particulier le travail que fait Doremi, l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Un petit aparté, parce que les chiffres ne sont pas les chiffres du dernier scénario négawatt, mais ils sont toujours d'actualité. C'est la même manière qu'on divise par 4 la consommation de chauffage. L'objectif, c'est aussi de diviser par 4, si on peut le faire, la consommation électrique des logements. Et donc, on a fait cette analyse en regardant pour le résidentiel les consommations de chauffage, de froid, d'éclairage, d'électronique, de loisirs, de ventilation, etc. Et donc, en appliquant nos approches, on arrive à diviser par 2 nos consommations 2050, mais on n'arrive pas à diviser par 4. Et la même chose pour le tertiaire. Le tertiaire, on est à 85 TWh et on passe à un peu moins de 50. On n'arrive pas, nous, avec nos approches, à diviser nos consommations plus que ça. Donc, ça veut dire que si dans le domaine de l'électricité résidentielle, on divise que par 2, dans d'autres domaines, il faudra faire encore plus. Et donc, si je prends un petit exemple pour conclure cette partie-là, sur donc, les bâtiments tertiaires, s'il y a quelque chose à faire avant tout, c'est d'entreprendre des mesures des consommations. Il faut mesurer les consommations pour comprendre d'où viennent les consommations. Et donc, dans cet endroit-là, qui est l'hôtel du département du Bas-Rhin, mais ce serait la même chose dans plein d'endroits, des mesures des consommations d'électricité ont été faites et il a été constaté que la consommation d'électricité du bâtiment était aussi importante le week-end plus la nuit que les journées, comme s'il y avait encore plein de personnes qui travaillaient la nuit et le week-end dans cet hôtel du département. Et ce qui signifie qu'il y avait plein d'appareils, plein de choses qui tournaient de manière inutile. Et donc, les mesures qui ont été mises en place, c'est sur l'éclairage de mettre des détecteurs de présence, c'est de remplacer l'éclairage par des systèmes plus performants et tout de suite, obtention d'économie d'électricité d'environ moins 65%. Sur l'informatique, l'arrêt des appareils inutilement allumés. On n'a pas besoin de laisser les ordinateurs allumés toutes les nuits et tous les week-ends pour des mises à jour. Donc, on les arrête. Et puis, quand on remplace le parc informatique, on le remplace avec des appareils plus performants. Et donc, là aussi, des économies, ici à la hauteur de 35%. Et donc, au final, 42% de réduction de consommation d'électricité avec un temps de retour inférieur à 3 ans. Et qui dit temps de retour inférieur à 3 ans dit que les comptables vont l'accepter, tandis que si c'est un temps de retour trop important, on va passer par la phase investissement qui va être plus longue à défendre. Sur les déplacements, le secteur des déplacements, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai dit tout à l'heure que le bâtiment, c'était 40% de l'énergie consommée, tandis que la mobilité, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, avec en gros tous les signaux qui sont à l'orange ou au rouge. Il y a des déplacements qui dépendent énormément du pétrole. On a un aménagement du territoire qui favorise l'automobile. On a eu une explosion du trafic aérien avant la crise Covid, avec des niveaux qu'on a retrouvés aujourd'hui. On a eu un effondrement du fret ferroviaire entre 2000 et 2010, donc que des signaux négatifs. Donc les mesures du scénario négawatt, c'est de diminuer les distances parcourues. On va rechercher à parcourir moins de distance. On va avoir du report sur les transports collectifs, sur la marche à pied, sur le vélo, au détriment de l'aérien. On va chercher à augmenter le taux d'occupation. Et là, c'est vraiment quelque chose que les scénaristes nous ont signalé qui est essentiel, qui est important. La réduction des limites de vitesse. Et puis sur le fret, on va chercher à réduire les tonnages transportés et puis à faire des transferts vers le rail et la navigation.
et un meilleur remplissage des camions. Donc aujourd'hui, dans le domaine, le discours, c'est véhicule électrique, c'est véhicule électrique, c'est véhicule électrique. Donc pour nous, la généralisation n'est pas possible, elle n'est pas suffisante. Comme j'ai dit précédemment, c'est la réduction des déplacements contraints et puis l'augmentation des taux d'occupation de remplissage. Comme on est dans un travail de scénarisation, on a des immenses tableurs et quand les scénaristes font varier quelque chose, ils voient l'impact que ça peut avoir. Et l'augmentation des taux d'occupation et de remplissage des véhicules est essentielle. D'où l'intérêt du covoiturage. Et cet intérêt du covoiturage, il existe, ou la conclusion de son intérêt existe depuis toujours. En 1900, enfin, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, on a eu des incitations disant quand vous conduisez votre voiture tout seul, vous conduisez avec Hitler, et donc adhérer à un club de covoiturage, à une association de covoiturage. Donc cette idée de promouvoir le covoiturage existe depuis toujours en période de crise, d'où l'intérêt de promouvoir ce covoiturage. Comme je l'ai dit en introduction, nous avons eu une approche matériaux, néga mat, et cette approche matériaux, elle est basée sur le principe que on alloue à la France 1% des réserves mondiales de matières premières parce que nous représentons un poids démographique de 1%. De quel droit nous prendrions une part supérieure à notre poids démographique? Et quand on a cette approche-là, on voit qu'on a des matériaux qui sont critiques, le lithium, le cobalt et le cuivre en particulier. Et sur le lithium, qui est donc le cœur de nos batteries, la conclusion sur laquelle on aboutit, c'est de limiter donc le nombre de véhicules électriques. Donc, on a donc un déploiement limité, raisonné de la mobilité électrique, malgré un recyclage très poussé des batteries. Et donc, concrètement, on a analysé les déplacements, parce que quand on se déplace, on a des déplacements quotidiens, des déplacements professionnels, des déplacements de loisirs, toutes sortes de déplacements. Et on a abouti à nos hypothèses que pour la motorisation des véhicules individuels, en 2050, on a environ 60% qui sont des véhicules électriques, et puis on en a 36% qui sont des hybrides rechargeables, avec 11% avec du GNV, du gaz naturel véhicule, donc c'est du gaz renouvelable, et puis 4% avec l'hydrogène. Mais surtout, notre originalité, c'est dans les motorisations des poids lourds, où nous tablons sur le fait que en 2050, on a les trois quarts des poids lourds qui roulent au gaz naturel véhicule, donc au gaz renouvelable, 15% avec de l'hydrogène et 10% avec électricité. Donc là, c'est un choix, c'est une signature forte du travail de Negawatt. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième partie? Je regarde qu'est-ce que je vois s'il y en a. Alors, il y a une référence qui est faite dans une des questions, donc qu'on doit faire des efforts considérables. Ça, c'est évident qu'on doit faire des efforts considérables. Sur l'évolution démographique, nous, on tient compte de l'évolution démographique. On a une population aujourd'hui en France, en 2050, on en a une autre, et on a échangé avec l'INSEE pour savoir qu'est-ce qu'on devait prendre comme hypothèse. Et, et donc, il y a une question sur en 2017 et 2022, quels sont les changements les plus notables entre vos scénarios? Je dirais qu'il y en a un certain nombre, un certain nombre de changements. Parmi les changements, il y a eu le fait que on table un peu moins sur le gaz renouvelable en 2022 qu'en 2017. On constate par contre qu'il y a un développement du photovoltaïque beaucoup plus conséquent. Enfin, c'est les énergies renouvelables électriques, on le vend en poupe, comme on peut le dire. Et donc ça, ce sont des changements forts entre les deux scénarios, 2017 et 2022. Mais aussi, s'il y a une autre conclusion, c'est que en gros, il s'est très peu passé de choses
en France en matière donc, de sobriété et d'efficacité. Donc, entre 2017 et 2050, il restait 33 ans. Entre 2022 et 2050, il reste plus que 28 ans. Et on ne peut pas faire en 28 ans ce qu'on faisait en 33 ans dans l'approche précédente. Donc, plus ça va, plus c'est difficile d'atteindre des objectifs de neutralité carbone en 2050. Donc, je me propose de poursuivre pour être dans les temps. Donc, la troisième partie, c'est sur la production, hein, et je commence par la production de bioénergie, de biomasse, puisque on n'a pas que l'électricité, hein, on consomme d'autres énergies qui ne prennent pas la forme d'électricité. Aujourd'hui, c'est le pétrole et le gaz. Donc, on table sur une plus grande récupération de l'énergie de la biomasse. Et sur cette illustration-là, je peux la résumer de plusieurs manières. Hein. Donc, je vous dis, ce sont des ordres de grandeur. Hein. On a un accroissement de la biomasse forestière, c'est en général le terme, qui passe entre 2010 et 2050 de 130 à 140, qui peut être résumé par le fait qu'on a une tendance à avoir plus de forêts et plus d'arbres hors forêt. Donc, naturellement, il y a une croissance de la végétation. Et surtout, nous, on table sur une augmentation du taux de prélèvement, donc de cet accroissement de la biomasse forestière annuelle, de 46% à 65% du prélèvement. Donc, on prélève plus, mais on ne prélève pas 100% de l'accroissement de la biomasse forestière au sens général du terme, mais ça nous permet de disposer de grandes quantités de bois énergie. C'est résumé dans cette illustration-là avec on récupère plus de bois issu de la forêt, on récupère plus de produits dérivés du bois et on a du bois énergie issu de l'agroforesterie et des arbres hors forêt. Et donc, entre maintenant le 130 TWh, on passe à 190 TWh ou 195 TWh, donc on rajoute 50%. Donc ça, c'est pour la biomasse solide. On a eu aussi donc toute une approche sur le biogaz, sur le gaz renouvelable. Donc là, on s'appuie sur des ressources de biodéchets, de déjection d'élevage, de cultures intermédiaires, d'herbes et de résidus de culture, et on ne s'appuie pas sur des cultures énergétiques dédiées. Hein. On n'a pas, comme dans d'autres pays, en particulier en Allemagne, où il y a des champs de maïs qui sont dédiés uniquement à la production de biogaz. Nous, on n'a pas ça. On peut avoir des cultures énergétiques, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des cives, mais pas des cultures principales. Et notre travail a été conforté ou reprend un travail qui a été fait par l'ADEME, par GRDF et par GRT Gaz, qui a montré qu'on pouvait avoir une France 100% gaz renouvelable en 2050. Sur les énergies renouvelables électriques, si je réponds à la question qui était posée tout à l'heure, les grandes évolutions entre 2017 et 2022, c'est une baisse des coûts de production d'électricité. Donc, ce sont des données mondiales, hein, ce n'est pas des données franco-françaises, mais le prix de l'énergie est intimement lié à des approches mondiales. Et quand on voit la différence sur l'éolien terrestre entre 2010 et 2019, on est passé de 86 $ à 53 $. Quand on regarde l'éolien offshore, on est passé de 162 $ à 115 $ le mégawattheure. Et le photovoltaïque, on est passé de 378 à 68. Donc des chutes qui sont liées à l'effet de série. Dans le même temps, le charbon, son prix de revient n'a pas relativement stable, tandis que le nucléaire, entre 2010 et 2019, à l'échelle mondiale, est passé de près de 100 $ à plus de 150 $. Parce que ce sont il y a des normes de sécurité plus importantes, il y a des fabrications qui sont en faible série, d'où cette différence. Et on retrouve cet intérêt économique des énergies renouvelables électriques dans deux annonces, hein, deux annonces liées au producteur EDF, où EDF a vendu l'électricité produite par l'EPR d'Hinkley Point, donc au Royaume-Uni. Il l'a commercialisé, il a obtenu une rémunération de un peu plus de 100 € le mégawattheure. Dans le même temps, EDF a été adjudicataire d'un grand parc éolien au large de la Normandie, dont il a été adjudicataire pour 45 €. Donc on voit
une différence de prix de production complètement différent. Alors, c'est pas le même service euh, énergétique, c'est pas le même service, c'est pas les mêmes caractéristiques, hein, mais quand on voit la telle différence, euh, on voit le moteur économique pour le développement des énergies renouvelables. Et on a cette approche au niveau mondial. Donc là, c'est au niveau mondial qu'on voit l'évolution des productions d'électricité décarbonée. On a l'hydroélectricité donc qui est en croissance régulière hein, dans le monde. On a le nucléaire qui est apparu dans les années 70, qui a atteint un palier dans les années 2000, et puis qui, en fonction en particulier de Fukushima, monte et descend. Tandis que les énergies renouvelables autres que l'hydroélectricité, ben, on démarrait dans les années 90 et plus. Et en 2018 ou 2019, la production des énergies renouvelables hors hydroélectricité a atteint le même niveau que la production nucléaire. Et quand on regarde uniquement l'éolien et le solaire ont démarré en 2000 et en 2021 ont atteint le niveau donc, du nucléaire. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique extrême et on dit qu'en 2023-2024, ça va atteindre le niveau de la production hydroélectrique. Donc, on est vraiment sur un dynamisme extrêmement fort pour l'éolien et le solaire que nous, on a traduit dans notre scénario Négawatt 2022. Donc, on table sur l'énergie du vent sur Terre, on table sur l'énergie du vent. Hein. On a vu à l'automne 2022 l'entrée en production du parc éolien de Saint-Nazaire. 2 ou 3 autres sont en construction. On table aussi sur l'éolien en mer flottant, hein, avec différentes technologies qui permettent d'aller plus loin des côtes. Moi, je suis en Occitanie et on a 2 projets de centrales éoliennes offshore qui sont en construction en Occitanie, avec à gauche des flotteurs béton et à droite des flotteurs acier. Donc, dans le scénario Négawatt, sans entrer dans tous les détails chiffrés, mais je pourrais répondre aux questions, et puis en plus, ces données sont disponibles et le diaporama sera fourni. On table en 2050 sur 305 TWh. En gros, 305 TWh, c'est la production nucléaire, c'est plus que la production nucléaire française de 2022. Donc, des productions conséquentes qui sont globalement se répartissent pour quasiment la moitié-moitié entre en mer et sur Terre. On a une puissance très importante. On a 99 gigawatts hein, euh, d'éolien terrestre, d'éolien tout confondu, à comparer à 61 gigawatts nucléaires. Donc on a une production, enfin une puissance installée très conséquente. Ceci dit, on double le nombre d'éoliennes terrestres par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a environ 9000 éoliennes terrestres. On aboutit à un peu plus de 18 000 éoliennes terrestres en 2050 parce qu'on a des éoliennes qui sont plus performantes, plus puissantes. On table aussi donc sur l'électricité solaire, l'électricité photovoltaïque, hein, en sachant qu'il y a eu une révolution mondiale autour de 2010 qui est le résultat des efforts de recherche et développement et de la massification. Et là, on a un coût du watt crête installé qui a chuté, un temps de retour énergétique qui a chuté, et donc un prix de revient qui a chuté, et puis parce qu'on a aussi des performances améliorées. Donc nous, on table sur une production en 2050 conséquente. Donc on a des puissances installées qui sont très importantes. 144 gigawatts en 2050 par rapport je compare encore aux 61 gigawatts du parc nucléaire français. Donc une puissance très importante que l'on a avec des centrales photovoltaïques au sol. On cherche à avoir des centrales photovoltaïques au sol sans concurrence avec l'agriculture. On parle dans ces cas-là d'agrivoltaïsme, des ombrières de parking, des grandes voitures plates, des hangars agricoles, des toitures est-ouest, des petits systèmes diffus. Donc, on a chiffré ça. Hein, sachez que
dans les pays voisins de la France, on a des puissances installées par habitant qui sont nettement supérieures à la France et des pays qui sont au nord de la France. Donc, on sait qu'on est dans du domaine du possible, du faisable, parce que on a, par exemple, ça veut dire 4000 mégawatts photovoltaïques installés chaque année. Cette année, en Allemagne, il va être installé 8 ou 9 000 mégawatts. Donc, des rythmes en Allemagne qui sont 2 fois supérieurs à ce sur quoi nous tablons. Concerne les énergies fossiles et nucléaires, on est dans une sortie progressive des énergies fossiles, mais il nous en reste un tout petit peu en 2050 parce que le pétrole est intéressant en termes de matières premières pour en particulier l'industrie chimique. Donc, on consomme encore un peu de combustible fossile. On cherche à avoir un transfert, en particulier du gaz fossile vers du gaz renouvelable et de ne pas avoir de pic temporaire lié à la construction. Sur le nucléaire, nous, on constate qu'il y a plein de limites et de risques au développement du nucléaire. Il faut bien garder en tête que quand on regarde la consommation finale d'énergie dans le monde, le nucléaire est seulement 3%. 3% de la consommation finale d'énergie dans le monde, c'est le nucléaire. En France, c'est 16%. 16% de l'énergie, parce que c'est en gros 75% de l'électricité, mais l'électricité, c'est que 25% de la consommation d'énergie, donc ce qui donne aux alentours de 16%. Nous pensons que c'est une généralisation mondiale impossible pour des raisons techniques, sociales et politiques. Qui dit centrale nucléaire dit grosse puissance, dit besoin d'un gendarme. Les accidents qu'il y a eu, les catastrophes qu'il y a eu, c'est parce que le gendarme ne jouait pas son rôle. Donc ça veut dire que ça doit être intimement associé à des pays démocratiques. Il y a des risques de prolifération de la bombe. Pour ne pas citer, nous avons l'Iran qui est intéressé par la production d'électricité nucléaire parce qu'elle a des arrière-pensées militaires. Le coût du nouveau nucléaire est beaucoup plus élevé que le coût de l'éolien et du photovoltaïque. C'est long à construire. Et puis aussi, on a des forts besoins en eau pour le refroidissement des réacteurs nucléaires qui ne sont pas compatibles avec le bouleversement climatique. On ne peut pas avoir des centrales nucléaires sur un certain nombre de fleuves en 2050. On a toujours la question des déchets qui est à gérer sur des milliers d'années, des incertitudes sur le démantèlement et puis les risques majeurs quand on a une catastrophe comme Tchernobyl ou Fukushima, sans parler du cas particulier de l'Ukraine où un réacteur nucléaire, une centrale nucléaire a été prise en otage. En France, on a des grosses difficultés. On a un parc nucléaire vieillissant avec un effet falaise. 80% du parc a été construit en 10 ans, donc 80% du parc vieillit de la même manière. On a donc rencontré des problèmes de corrosion avec, en 2022, une chute de la production d'environ 100 TWh. Bon an, mal an, le parc nucléaire français produisait 400 TWh depuis 2000. Et puis là, on est passé à moins de 300 TWh. Donc 100 TWh, ce qui est gigantesque, ça a impacté, en plus de la crise ukrainienne, donc toute la production d'électricité en Europe. Et puis, on a un nouveau nucléaire qui est promu. Ce nouveau nucléaire, au mieux, il arrivera dans 20 ans. Au mieux, dans 20 ans. Donc, dans ces 20 ans, on aura besoin d'énergie renouvelable, on aura besoin de sobriété et d'efficacité. Et en plus, un nouveau nucléaire qui n'existe pas encore en termes de plans. Les plans de la famille des EPR2 n'existent pas de manière validée. Donc, avant que ce soit validé, construit sous forme de prototype, quand on voit les difficultés de l'EPR de Flamanville, on se dit, mais attendez, on va construire des EPR2 et on ne rencontrera pas les mêmes problèmes que sur l'EPR de Flamanville. Donc, on est dans un pari avec ce nouveau nucléaire. Alors, donc, je vois là tout de suite la question, je dirais, sur laquelle, comme j'étais limité en temps, je l'ai pas traité plus que ça. C'est la question de la variabilité des énergies renouvelables. Pour le simplifier, je vais voir si je peux, malgré tout, vous le présenter à l'écran. Ouais. Je vais le présenter à l'écran, ce sera moins propre, mais vous allez avoir l'écran. Dans le scénario négawatt, on table sur le mariage de l'électron du métal. Pour le formuler autrement, vous l'avez ici sur cette illustration-là, donc elle est très chargée, mais
je vous l'ai indiqué, on va avoir des grosses productions, on a des grosses puissances installées éoliennes et photovoltaïques. Donc, à des moments, on va avoir des excédents d'électricité. Ces excédents vont nous servir à produire de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va la faire réagir avec du CO2 qui va résulter de la production industrielle, de l'épuration de biogaz. Et on va faire réagir cet hydrogène et, et ce CO2 dans ce qu'on appelle la réaction de Sabatier, la méthanation, donc on n'est pas dans la méthanisation, qui va donc produire du CH4, donc du gaz qui va être stocké, envoyé dans le réseau de gaz. Donc on a l'électricité qui est volatile, l'électricité qui n'est pas stockable, et ces surplus d'électricité, ben, ils nous servent à produire du gaz qui lui est stockable. Et donc ça, c'est un peu la clé de voûte du système en matière de stockage. Donc on ne stocke pas l'électricité de manière directe, hein, mais on le stocke de manière indirecte sous forme de gaz. Je vous propose d'enchaîner tout de suite parce que pour être dans les temps impartis, pour respecter, mais je pense qu'on pourra peut-être traîner un petit peu au-delà de 16 heures pour que je réponde à d'autres questions. Donc, le bilan, hein, et donc c'est plus court, mais c'est quand même important à avoir en tête certaines choses. Aujourd'hui, en 2019, 2020 ou 2021, le vecteur électricité, c'est en gros un quart de notre consommation d'énergie. On utilise du gaz naturel, on utilise des produits pétroliers, hein, sous forme liquide ou solide. L'électricité, c'est seulement un quart. Et en 2050, nous tablons sur le fait que l'électricité représentera près de 50%, parce qu'on aura plus de véhicules, parce qu'on aura plus de pompes à chaleur, et parce que de manière générale, on va vers une électrification des usages. Et les scénaristes de l'ADEME, les scénaristes de RTE aboutissent au même constat que nous. Donc, sans entrer dans le détail, mais en revenant que sur le mix électrique, sur le mix électrique 2050, on a 29% d'éolien terrestre, on a 29% d'éolien en mer, on a 31% de photovoltaïque, on a 10% d'hydroélectricité. On n'a pas plus de 10% d'hydroélectricité pour deux raisons. C'est-à-dire que, en gros, on n'a pas de nouveaux sites qui peuvent être exploités. Et puis, on va avoir un impact du bouleversement climatique avec une pluviométrie qui sera moindre, ou en tout cas avec moins régulière. Donc, c'est pour ça qu'on table sur pas plus d'hydroélectricité. Lorsqu'on fait le bilan de gaz à effet de serre, nous aboutissons, donc on a quantifié les émissions brutes, hein, du scénario négawatt, on a regardé les puits de carbone, hein, qu'est-ce qui est stocké en termes de carbone dans les sols, dans les forêts, et on a un bilan en termes d'émissions nettes. Et on aboutit à une neutralité carbone en 2047. Et ça, c'est quand on regarde la France. Mais la France importe du pétrole, importe des engrais, importe des tourteaux de soja, importe des tourteaux de tournesol. Nous exportons aussi, hein, nous exportons des boissons, nous exportons des Airbus. Et donc, quand on regarde le bilan de tout ça, on a fait donc cette empreinte carbone en regardant donc les émissions nationales et le seul importateur, en tenant compte de tout ce que je viens de vous dire, avec une approche basée sur des calculs physiques, hein, des flux physiques et pas des flux économiques comme d'autres peuvent le faire. Et donc, on aboutit à une neutralité carbone possible en 2050. Hein, donc, c'est l'objectif. Mais, avec un immense mais, si le mix énergétique mondial se rapproche du scénario négawatt. Donc, on montre que c'est possible, que c'est compliqué, mais on montre aussi que c'est en plus d'être souhaitable, c'est possible. Et puis, si on ne fait pas ça, on va dans un mur. Et donc, en conclusion, on est dans une société négawatt 2050 qui est moins vulnérable aux aléas des prix de l'énergie, avec un meilleur confort de vie. On a des logements qui sont isolés, on a moins de déplacements contraints, hein. Par exemple, il y a plus de télétravail. On a un état de santé général qui est amélioré, puisqu'on a un régime alimentaire plus équilibré, hein, moins riche en protéines animales, une meilleure qualité de l'eau, pratique plus régulière du vélo, de la marche à pied, euh, protection de la biodiversité meilleure, qualité de l'eau améliorée. Et donc, nous, on montre que c'est un chemin possible à une société plus respectueuse de la planète. Ça implique une transition sociétale forte, mais on montre aussi que c'est possible,
que c'est progressif et on constate dès aujourd'hui donc le dérèglement climatique. Et donc, nous, on dit on ne peut plus attendre, surtout qu'on montre que c'est possible, que c'est possible, que c'est techniquement possible, que c'est économiquement possible, que c'est socialement possible et juste. Donc, pour en savoir plus, vous avez le site negawatt.org avec beaucoup plus d'informations que ce que je viens de vous expliquer, avec aussi un deuxième site qui s'appelle Décrypter l'énergie, qui renferme un certain nombre d'articles sur des thèmes bien précis, par exemple le recyclage des éoliennes ou la méthanisation. Donc, c'est des articles qui se veulent pointus. Et puis, ben, vous pouvez aussi soutenir Negawatt en allant sur notre site. Et je rajouterais qu'on a, au fil des ans, produit 3 documents. Le manifeste Negawatt en 2012, Changeons d'énergie en 2013, et puis on a mis à jour en 2015 le manifeste Negawatt, et puis il est sorti en livre de poche. Donc, dans les temps impartis, je vous ai présenté ce que je voulais vous présenter. Je peux répondre à d'autres questions, mais ça dépend des organisateurs si on peut rester un petit peu plus ou pas, quoi. Mais je regarde les questions en même temps. Là, il y a une question en disant que Negawatt ne parle pas de contrat de performance énergétique. Je dirais que de manière générale, on est sur une approche quantifiée. On a quantifié ce qui est possible, pas avec des calculs de coin de table. Par ailleurs, on a des mesures que l'on porte, et en particulier toutes les mesures du plan de sobriété énergétique. Et sur certaines choses, ben, on n'a pas un rôle d'acteur, par exemple, sur les contrats de performance énergétique ou d'autres. On joue un rôle de plaidoyer sur certaines mesures, mais on n'est pas au cœur de tout, puisqu'on est quand même un petit groupe, je vous dis, avec, au final, si on comptabilise le total de l'Institut Négawatt et puis de l'association Négawatt, une trentaine de salariés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, si je peux vraiment réinsister sur certains plans, c'est que on a une signature forte du scénario Négawatt avec le gaz renouvelable, avec la rénovation complète et performante des bâtiments. Et donc ça, ce sont des points sur lesquels on insiste beaucoup. Euh, et puis, euh, je dirais que tout ce que l'on produit ben, est disponible et on ne demande qu'à ce que ce soit connu. Et puis, que ce soit moi-même ou d'autres, on est disponible pour présenter en 1 heure ou en 2 heures le scénario Négawatt. Je regarde est-ce qu'il y a d'autres questions? Globalement, je crois que j'ai répondu aux différentes questions. Il y en a qui étaient à certains moments. Une question sur les matériaux. Euh, et donc, si je rebondis, vraiment une différence entre notre scénario 2017 et scénario 2022, c'est qu'on a eu une approche sur les matériaux critiques. On a eu une approche sur les matériaux. Quels sont les besoins en matières premières? Ce qui nous a fait, en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, dimensionner un parc de véhicules électriques moins important que ce que peut faire RTE ou ce que peut faire l'ADEME. L'ADEME, dans un de ses scénarios de transition énergétique, en 2050, donc, je crois que c'est le scénario Paris technologique, la France consomme 10% des réserves mondiales de lithium. Et donc, si nous, on en consomme 10% et puis que notre poids démographique, c'est 1%, mais on voit que d'autres en seront privés. Donc, nous, les matériaux critiques, on a une approche complète et donc qui a regardé tous les matériaux, que ce soit pour le bâtiment, que ce soit pour l'industrie ou que ce soit pour, euh, pour le transport. Et donc, c'est le scénario Negamat. Donc, il me reste quelques instants, d'après ce que je comprends, mais pas beaucoup, puisqu'il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais dans cette journée. En tout cas, je remercie les organisateurs, je remercie Aubéry Chauvin
de l'invitation à présenter le scénario Négawatt. Je mettrai à disposition le diaporama. Hein. Donc, si certaines personnes étaient intéressées, ben, qu'elles se manifestent auprès des organisateurs. Et puis, je vous dis, nous sommes disponibles pour le présenter plus longuement parce que, vous voyez, si je fais la publicité pour ça, j'ai pas parlé donc de l'application du scénario Négawatt dans l'industrie. Hein. Donc, on a une approche hein, bien précise sur le domaine agricole. On a une approche aussi. Et donc, si vous avez besoin d'en savoir plus, ben, assistez à une autre conférence ou organiser une conférence auprès de chez vous, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, je suis encore là. Hein, s'il y a d'autres petites questions. En tout cas, c'est ça. Hein, c'est pour rebondir sur ce que je viens de vous dire. Nous, on a trois scénarios. Le scénario négawatt énergétique, le scénario négamat, dont j'ai parlé un peu, donc avec toutes les histoires de matériaux critiques, de lithium, de béton aussi, hein, d'acier, de cuivre. Et puis le scénario After 2050, qui est un scénario de transition agricole alimentaire, qui est produit par une entreprise associative qui s'appelle Solagro, qui est une association d'experts toulousaine. Et donc, en toute transparence, j'en suis le vice-président depuis quelques années. Donc, je ne suis pas capable de présenter dans le détail le scénario After 2050, mais je peux vous dire que c'est un travail très pointu et très intéressant. Et donc, vous pourrez trouver sur le net, en allant sur le site de Solagro ou de After 2050, tous les détails du scénario donc After, de transition agricole et alimentaire. Je crois qu'on peut en rester là. Hein. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour les questions. Et puis, je reste à vos dispositions, tout comme Negawatt, pour des approfondissements ou dupliquer cette présentation.